Je vous propose que nous engagions maintenant la... Ah, pas trop, c'est pas grand, hein. Que nous engagions maintenant... Pourquoi tu te marres, Laurent? Pour que nous engagions la dernière phase de cette journée, qui est celle de la remise du prix de l'innovation pédagogique. En effet, nous avons souhaité terminer cette journée en marquant notre reconnaissance vis-à-vis du travail qui concrètement se fait sur le terrain en matière d'innovation pédagogique. Nous en avons parlé toute la journée, mais là, il s'agit de récompenser des projets très concrets. Pour remettre ce prix, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Bruno Mettling, directeur général adjoint du groupe Orange en charge des ressources humaines. Nous avons eu tout à l'heure Georges Lefebvre. Nous avons eu cet après-midi les deux grands groupes qui soutiennent notre institution. Bruno, si tu veux bien me rejoindre sur scène. Qui dit prix, dit jury. Nous avons un jury et j'appelle la présidente de ce jury, Stéphanie Osmond. Et je vais appeler également les autres membres du jury, Galeb Benchek. Galeb Benchek qui est le directeur d'établissement du foyer de Cachan, qui est aussi quelqu'un que vous voyez de temps en temps à la télévision et ces temps-ci particulièrement. Michel Péquignot, qui est le directeur de l'école technique supérieure du laboratoire, qui se trouve à Paris. Guy Thomas, je ne sais pas si Guy Thomas est présent, qui est le proviseur des lycées Maximilien Sor et Gustave Eiffel de Cachan, en train de devenir le lycée professionnel de Cachan, il n'est pas là. Et Christine Vaufray, que je ne vous représente pas, vous l'avez entendu tout à l'heure. Et pardon Jean-Luc. C'est la fin de journée. Je demande à être pardonné. C'est mon joker du jour. Jean-Luc Berthier, que je ne présente pas, vous l'avez vu à plusieurs reprises aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir participé à cet exercice du jury. Et j'aimerais bien, avant que Bruno dévoile qui est le gagnant, on va le faire comme à Hollywood ou presque, Stéphanie, peut-être quelques mots sur comment ça s'est passé. Dites-nous comment ça s'est passé. Déjà, ça s'est très bien passé, je vous rassure. Déjà, je voudrais vraiment remercier les membres du jury, parce que ça a été un travail très important. Merci à vous pour vos échanges, parce que tous les projets qu'on a pu recevoir ont été très riches, très variés, très innovants et ont suscité beaucoup de débats. Donc le choix n'a pas été simple du tout. J'ai dû faire preuve d'innovation moi aussi pour départager in fine les lauréats, je vous assure. Donc vraiment merci beaucoup à vous, merci Alain et Laetitia pour l'organisation de ce colloque et d'avoir monté tout le colloque et puis le jury. C'est vraiment une très très belle journée et en tout cas je suis très fière et très heureuse d'avoir pu passer la journée avec vous et de partager ce grand moment pour ce premier colloque. Donc voilà, merci à vous, merci aux membres du jury et sans plus attendre, je laisse la parole pour le lauréat quand même. Alors, j'ajoute que le jury a décerné le prix de l'innovation pédagogique. Il a aussi décerné son coup de cœur. On parle du prix de l'innovation pédagogique. On parle bien du prix d'innovation pédagogique, premier prix que je vais décider de remettre. Le lauréat du prix d'innovation pédagogique est décerné à Abeille Multimédia, représenté par Pierre Sabin. Voilà. Vous avez manqué quelque chose. Allez-y, cher monsieur. C'est au milieu. Voilà. C'est vous qui l'avez gagné. Je vais partir avec, mais comme celui-ci, je ne suis pas sûr que votre banque accepte, je vous donne le vrai, il est petit. Bravo, c'est un...
c'est un très... Vous avez pu voir un petit illustration bien avant. Et bravo à vous, et en espérant que votre logiciel d'apprentissage ait beaucoup de succès. Merci. Bravo. Alors, il y a eu un coup de cœur, tant les sujets, tant les projets étaient passionnants. Et donc, le prix du coup de cœur du jury est décerné à Éric Itier de l'école primaire de Druy. J'espère que je prononce bien. Félicitations. Bravo à Éric Itier et à vous aussi. Le vrai chèque, un petit mot, peut-être. C'est un projet très différent. Très différent. Un petit peu ce que vous faites en quelques mots. Oui, merci. Je suis un peu le trac là. On va vous aider. Oui, donc c'est un projet un peu global en fait, sur une pratique de classe, alors qui est un peu hybride en fait, qui est à la fois classe inversée, mais qui fait à parcours individualisé, donc avec des ceintures de compétences et des crédits de compétences. Donc voilà, chaque élève avance à son rythme. Je le prends de son point de départ, et j'essaie de l'emmener le plus loin possible en fin de cycle 3. Donc voilà, avec une gestion de classe hyper riche, hyper connectée. Donc avec un ENT et puis pas mal d'outils informatiques, d'ordinateurs qui commencent un peu à vieillir. Donc le chèque est bienvenu finalement. Voilà, et puis c'est une classe qui fonctionne aussi beaucoup sur la pédagogie de projet, la pédagogie active. Ce sont les élèves qui fabriquent leur support de cours pour eux et surtout pour les copains qui arrivent un peu plus tard dans leur processus d'apprentissage. Et puis cette année, effectivement, il y a eu un gros projet qui est en cours avec un partenariat avec un monument historique, le château d'Azay-le-Rideau. Donc on va, si vous voulez, augmenter la visite du public. Donc les élèves travaillent sur les œuvres d'art, que ce soit tapisserie, peinture, et vont concevoir soit des capsules vidéo, soit des cartes mentales interactives, soit tout autre support, ressources qui vont être fixées sur des livrets pour le visiteur. Voilà, donc c'est un gros projet qui sera en route fin juin 2016. Il y a une web radio qui sera en cours au mois de mai, qui est prévue déjà, pour lancer un peu tout le gros travail. Voilà, merci encore beaucoup. Bravo. J'ajoute que cette classe qui se trouve à Druy, c'est dans l'Indre-et-Loire, et c'est une classe à double niveau, CM1, CM2. Bravo. Bien. En demandant de dire quelques mots sur le projet, j'avais une arrière-pensée parce qu'il m'a été demandé de vous parler d'un rapport, c'est toujours un peu sérieux, pour ne pas dire un peu triste en fin de journée, que j'ai remis au ministre de l'Emploi il y a quelques semaines sur l'impact de la transformation numérique sur la vie au travail. Et en préparant cet échange et en découvrant la nature de ce que vous faites, monsieur, dans votre classe, je me disais que le coup de cœur du jury est bienvenu. Le jury a anticipé en fait un des grands messages qui est vrai pour l'entreprise comme il l'est pour l'éducation, c'est-à-dire cette profonde transformation qui suppose en particulier qu'on revisite progressivement, mais de manière déterminée, la manière dont on appréhende les conditions de la transmission du message, la transmission de la délivrance en entreprise d'un service ou d'une production, et en partant notamment de cette réalité, le numérique nous offre des opportunités pour repenser la façon de travailler, la façon d'enseigner.
Et j'ai eu cette chance assez incroyable dans la France d'aujourd'hui, qu'on présente comme bloquée, de pouvoir pendant 4 mois, c'était entre avril et juillet, une demi-journée par semaine, réunir à la fois les représentants du monde du travail, les représentants des entreprises, les grands spécialistes du numérique, pour réfléchir ensemble sur ce que je pouvais répondre à la commande que m'avait passée le ministre, sur comment, encore une fois, la France doit préparer la transformation et réussir la transformation du numérique du travail. Et donc, de ces 4 mois, je n'ai pas le temps, évidemment, en un quart d'heure, en 15 minutes, parce que je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse, vous qui nous faites l'amitié d'être présent après cette longue journée, pour partager ces réflexions-là. Mais je voulais simplement vous dire que la première chose qui est ressortie et qui réunissait aussi bien le représentant de la CGT que le représentant du MEDEF, que le grand spécialiste du numérique qui revenait des États-Unis, c'était avant tout cette conviction que le numérique est une façon de repenser le fonctionnement de nos entreprises. Comme le numérique, et monsieur vous avez donné un exemple, est une façon de repenser la manière d'enseigner. Il offre des opportunités nouvelles sur des entreprises qui sont parfois cloisonnées, verticalisées, qui perdent beaucoup d'efficacité, notamment les grandes entreprises, dans la lourdeur de leur fonctionnement. Comme je m'autorise parfois, l'enseignement peut apparaître comme consistant à délivrer un message sur un ensemble d'élèves extrêmement hétérogènes qui, à l'évidence, mériteraient d'être beaucoup plus personnalisés dans la manière d'approcher. Je ne vais pas aller plus loin dans le parallèle entre l'enseignement et le travail pour me concentrer sur le travail et l'entreprise et la transformation numérique. Je veux redire que tout ce que je dirais pour les pédagogues que vous êtes sur l'univers d'entreprise, je suis sûr qu'en temps réel, vous allez pouvoir le transposer dans le fonctionnement d'entreprise. Alors, à quelles conditions faut-il réussir cette transformation numérique? Et d'abord, pourquoi? Qu'est-ce qui caractérise cette profonde révolution que nous vivons et, encore une fois, dont il faut partager les tenants et les aboutissants? Le premier enjeu, c'est que le numérique, ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Cette transformation numérique, elle s'imposera aux entreprises. Il faut se dire que ce qui caractérise les nouvelles façons de travailler, c'est 3 choses principalement. La première chose qui la caractérise, évidemment, c'est qu'on propose aux entreprises d'être beaucoup plus basées sur la gestion des compétences qu'il y a dans l'entreprise que sur la gestion des emplois. Pour me faire comprendre, aujourd'hui, en matière de ressources humaines, on a l'habitude de gérer des postes, des collaborateurs qui tiennent des emplois. Ces emplois sont classifiés. Quand on recrute sur un emploi. Il y a une fiche de job description, comme on dit en bon français. On voit bien que toute la logique du pilotage en entreprise est basée sur l'emploi. Vous avez dans vos discussions budgétaires un certain nombre d'emplois. L'enjeu du digital demain, c'est de dire que grâce à ces nouveaux outils dont on va pouvoir disposer, de plus en plus l'entreprise ne va pas gérer des emplois, et les DRH des entreprises ne vont pas gérer des emplois, mais un portefeuille de compétences représenté par tous ses collaborateurs et qu'il nous faudra assembler de la manière la plus efficace possible. Que nous aurons la responsabilité de faire fructifier, adapter, évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. C'est le premier exemple, dans les quelques minutes qui me sont délivrées, de ce que veut dire concrètement pour les entreprises la transformation numérique. C'est un formidable défi, tant on a été habitué, et moi le premier, avec les cheveux blancs, à gérer, tant que DRH d'un grand groupe aujourd'hui, dans différentes fonctions que j'ai pu exercer, j'ai géré avant tout des emplois et des personnes que je mettais dans les emplois en essayant d'accompagner la prise de poste, la prise de l'emploi. Demain, nous gérerons de plus en plus un portefeuille de compétences. La deuxième conséquence de la transformation numérique, et ô combien importante, c'est de passer d'une gestion verticale, cloisonnée, je le disais, à une gestion de plus en plus collective, de plus en plus collaborative. Autrement dit, nos entreprises, c'est important, et ce qui fait que les entreprises, des startups par exemple, aujourd'hui, à Orange, il faut que vous le sachiez, j'ai mis 3 équipes d'innovation d'Orange, qui développent les innovations sur les futurs smartphones, les applicatifs, je les ai mis avec des startups, sur le même plateau, quelque part, à Paris, à Bonne-Nouvelle, de manière à commencer à préparer les équipes à cette nouvelle vision d'entreprise, qui, encore une fois, consacre moins d'énergie dans les reporting, les contrôles, dans la mise en place de process qui ont été très précisément définis là-haut par des gens très compétents et qui sont exécutés par des gens en bas de manière la plus respectueuse possible du process, pour préparer cette idée d'entreprise, ce qu'on redonne de la marge d'autonomie, de la marge de manœuvre, dans laquelle il y a une capacité, j'allais dire, d'appréhension et de travailler ensemble qui est totalement différente. On reconstitue ainsi des collectifs professionnels. Et dans ces plateaux, ce qui a frappé, c'est que pour la première fois Orange, on a dit aux collaborateurs, on va essayer de préfigurer ce que va être le travail en l'an 2000. Donc on leur a dit, vous n'aurez plus de référence à un temps de travail.
Vous n'êtes plus obligé de venir forcément au bureau pour travailler si vous pouvez, ou le travail nécessite que vous vous isoliez, par exemple chez vous, grâce aux outils que vous avez besoin. Donc on a changé la façon de travailler. Et sans rentrer dans les détails, il faut que vous sachiez que les équipes, il y avait une très grosse applicatif qui était donnée, et ce n'est pas la tradition Orange, ils ont rendu la copie de l'applicatif 3 mois plus tôt que prévu. C'est énorme en termes d'entreprise, grâce à ce nouveau mode de fonctionnement quand ça se travaille. Et le taux de satisfaction client sur ces nouveaux applicatifs est bien supérieur à celui qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi ? Parce que les startups, quand ils discutaient le soir, ils avaient la possibilité de prendre un verre, de se réunir, de discuter, de déjeuner ensemble. Les startups leur ont dit, mais quand est-ce que les clients vont venir voir votre travail ? Alors, les équipes d'Orange disaient, une fois qu'on a terminé le test, enfin la préfiguration, on va le mettre en test, on a des processus, mais quel temps perdu ? Que vos clients viennent vite sur le plateau au fur et à mesure que vous progressez pour tester. Je vous donne ces éléments-là pour vous dire comment les entreprises vont être amenées à travailler de manière profondément différente. Et c'était ainsi que nous avons commencé à travailler. Encore une fois, c'est un test, c'est une expérimentation. Et c'est la deuxième caractéristique de cette nouvelle façon de travailler, beaucoup plus transversale et digitale. Et j'imagine, pour un enseignant, je m'autorise, contrairement à ce que je disais, un nouveau parallèle. Ce que veut dire dans une classe, grâce à des outils aussi en support, des outils numériques, le fait de s'appuyer sur le collectif, de ne pas laisser au professeur le monopole de la délivrance du savoir, mais d'organiser beaucoup plus l'échange, l'interaction selon les niveaux, les capacités de compréhension entre ces élèves grâce à des outils qui leur permettent de progresser ensemble et de redéfinir les rôles de chacun à l'intérieur de la classe, comme on va devoir redéfinir les rôles à l'intérieur de l'entreprise. Le troisième chose qui caractérise, c'est les jeunes qui nous rejoignent, qui ont été formés à ce numérique, évidemment, viennent avec un enjeu, une représentation de l'engagement pour l'entreprise très différente de celui qu'on a connu. De la même façon, je le pense, les jeunes qui arrivent dans les classes d'aujourd'hui, qui ont vécu cette transformation numérique, vivent sans doute avec des attentes, une relation à l'autorité, à la hiérarchie très différente de celle qu'on a. Et donc les entreprises, nous devons repenser, revisiter notre façon de concevoir l'engagement, de favoriser l'engagement. De la même façon que nous devons redéfinir les critères du management. Vous savez, ceux qui ont la responsabilité importante d'encadrer les équipes. On est en train, Orange, de revisiter complètement notre référentiel managérial parce que la vision du chef dépositaire de l'autorité, sur la base, j'allais dire, d'un charisme, capacité à porter le message, porter un petit peu l'autorité, de plus en plus, ce chef-là est moins pertinent et de plus en plus, on va demander, en cohérence avec ce que je vous disais tout à l'heure, à ce nouveau manager d'être beaucoup plus dans le consensus, dans l'animation de la transversalité, dans la logique d'équipe que dans la délivrance via son autorité d'un message préétabli. Voilà, c'est quelques-uns des éléments que je voulais partager avec vous pour lancer notre échange et ce que j'ai eu l'occasion de mettre dans le rapport pour dire pourquoi profondément, le travail demain devrait être différent de celui d'aujourd'hui. Alors, face à ça, évidemment, il y a quelques conditions pour réussir ce changement. La première sur laquelle, et je ne pensais pas à ce moment-là quand je l'ai écrit forcément à la remise du prix aujourd'hui, mais un tiers, j'ai fait plus de 30 préconisations avec les experts qui m'ont entouré, on a fait plus de 30 préconisations au ministre pour réussir cette transformation digitale du travail. Près d'un tiers de ces préconisations ont trait à ce que j'ai appelé l'effort d'éducation numérique. C'est-à-dire que pour réussir la transformation numérique, pour réussir cette nouvelle façon de travailler, près d'un tiers des propositions étaient centrées sur la formation, sur les conditions d'accompagnement, sur la formation au bon usage des outils digitaux. Je ne vous délivre pas l'ensemble. C'est extrêmement important de se le redire, là encore, comme c'est le cas dans l'action que vous menez à la tête de ce foyer de Cachan, l'éducation des entreprises dans le numérique, mais aussi les partenariats entre les entreprises et les écoles et le monde académique sont des éléments clés pour réussir la transformation numérique. De ce point de vue, on a noté un certain nombre de retards de notre pays. Il faut savoir qu'aux États-Unis, ils sont tellement pressés de réussir cette transformation numérique que les grandes entreprises multiplient les partenariats avec les écoles. IBM, par exemple, a un partenariat avec plus d'une centaine d'universités américaines. Pourquoi ? Parce que dans cette course contre la montre, sur des compétences qui ne sont pas dans les entreprises, des nouvelles compétences qui apparaissent et qui sont dans le monde académique, dans cette course contre la montre, plus vous multipliez les partenariats avec les écoles, plus vous gagnez du temps et plus les élèves aussi trouvent des terrains de mise en œuvre de ces nouveaux apprentissages. Et là, évidemment, pour le monde de l'éducation, il y a une formidable attente, c'est ne tardez pas dans l'adaptation de vos formations pour intégrer cette dimension numérique qui est vraie dans toutes les formations, comme elle est vraie dans tous les métiers, dans toutes les professions du travail. Troisième enjeu, évidemment, c'est de former les citoyens de demain, parce que c'est vrai que le numérique a des aspects extrêmement positifs, je le dis. Puis, à l'occasion de la mission, moi, je n'étais pas au courant de tout ça avant de commencer à y réfléchir. Vraiment, j'ai découvert des enjeux comme l'intelligence artificielle qui viennent profondément bouleverser les choses, sur lesquels, quand on a des jeunes
en formation doivent se projeter, qui sont à 10, 15 ou 20 ans. Et ce que je retiens des éléments, c'est qu'évidemment, il faut aussi former les citoyens de ce nouvel environnement numérique. Et que là encore, ça passe aussi par l'école et qu'un certain nombre de matières fondamentales, ce que les sachants appellent la littératie au numérique, c'est-à-dire il faut absolument doter nos jeunes esprits aujourd'hui des connaissances nécessaires pour appréhender et maîtriser les nouveaux enjeux de ce numérique. Comme le disait un philosophe qui est venu témoigner, il disait « Le problème, M. Mettling, par rapport aux robots de plus en plus nombreux, qui remontent beaucoup des missions, de manière de plus en plus sophistiquée, des missions qui sont celles de l'homme, le problème, c'est de former non pas la relation de l'homme à la machine, c'est de former la relation entre l'homme et l'homme qui construit la machine. Que donc nous avons des enjeux très importants collectifs pour pouvoir continuer à maîtriser ces nouveaux outils qui, encore une fois, peuvent profondément bouleverser aujourd'hui et progressivement de plus en plus demain la manière de travailler, les conditions de travail, et il faut les maîtriser. Ils ont des impacts sur la vie collective qui peuvent être très importants. Je terminerai ce court propos dans mon rapport au numérique pour dire que, à court terme, un des grands problèmes qui nous est posé, c'est évidemment que le numérique crée des formidables opportunités, des nouvelles souplesses dans la façon de manière de travailler, dans la façon d'étudier aussi. Bien qu'il crée à travers les outils qui sont à disposition beaucoup de nouvelles souplesses, beaucoup d'opportunités, il crée des risques aussi, des risques importants. Et je crois qu'il faut lucidement pointer non seulement les opportunités, ce que j'ai essayé de faire dans mon rapport, mais aussi les risques associés au numérique. Et parmi les risques les plus rapides et les plus importants, il y a celui des conséquences sur l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle de cette connectivité permanente. Et c'est vrai qu'on voit les premières situations de dépendance aux nouveaux outils qui sont problématiques, parce que le DRH que je suis sait que tout travailleur, tout salarié a besoin de reconstituer sa force de travail, d'avoir des vrais temps de repos. Or, comme par définition, 90% de nos cadres sont désormais dotés d'un micro-ordinateur fourni par l'entreprise, on voit bien qu'il y a des risques très sérieux qu'on ne déconnecte pas, et c'est pour ça le DRH d'Orange, un peu surpris, prône et porte le droit à la déconnexion, c'est-à-dire qu'aucun salarié de ce pays ne doit se voir reprocher de ne pas avoir été connecté en dehors des heures de travail. C'est un nouveau droit important qu'il faut construire, qu'il faut négocier dans les entreprises, parce qu'encore une fois, nous réussirons la transformation numérique que si aussi nous savons prévenir un certain nombre de risques d'excès dont elle est porteuse. Et s'agissant d'enseignement, vous voyez, j'ai dit que je ne le ferais pas, mais je n'ai pas arrêté pendant tout mon propos. Je vois bien pourquoi un certain nombre de dirigeants de la Silicon Valley mettent leur môme dans des écoles où précisément il n'y a pas de tablette, il n'y a pas d'ordinateur. Ça peut sembler paradoxal. Mais pourquoi ? Parce qu'ils savent, eux, que l'intelligence humaine, elle est fondée sur deux types. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence réactive, ce n'est pas les bons mots, vous me pardonnerez, c'est l'intelligence qui conduit à avoir une capacité de réaction en fonction de l'environnement. Et on voit bien comment nos jeunes, à travers cet univers du numérique, sont extrêmement bien formés à cet enjeu de réactivité, de proposer très vite des éléments d'analyse. Et puis l'intelligence du raisonnement, il y a l'analytique, il y a l'observation des faits, celle qui nécessite de prendre de la hauteur et de la culture, et qui, j'allais dire, peut, par mal aspects, être fragilisée par un excès d'utilisation des outils numériques. Donc je fais le parallèle un peu osé entre d'un côté des salariés qui, à cause des outils, n'arriveraient plus à prendre du recul par rapport à la vie professionnelle, arriveraient les lundis matins, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines entreprises, avec les cernes sous les yeux parce qu'ils ont répondu à tous leurs mails pendant le week-end, parce qu'ils ont complété les tableaux de reporting et de contrôle qu'ils n'ont pas eu le temps de faire pendant la semaine, et ces élèves qui, à force d'être sans arrêt sur des outils, de chercher la réponse dans les outils, n'auraient plus les capacités de raisonnement et de recul qu'appelle la formation. On veut bien l'apprendre dans toutes ces dimensions. Donc voilà, c'est là-dessus que je voudrais finir. Je dirais encore une fois que le numérique est une formidable opportunité pour repenser la vie au travail dans nos entreprises, pour apporter des améliorations dans le quotidien qui sont tout à fait réelles. Elle a une formidable opportunité, vous l'avez montré, pour revisiter la manière d'enseigner, de travailler, de mieux tenir compte de la diversité des situations et des élèves auxquels on est confronté, mais qu'elle est aussi porteuse de risques, que ces risques, il faut les regarder lucidement, les anticiper, pour la rendre compatible avec un modèle social, quand je parle d'entreprise, avec un modèle de société, modèle de citoyenneté qu'il vous appartient de construire quand je parle de l'enseignement et d'éducation. Je m'arrête là. Merci de votre écoute et attention et bravo pour cette belle journée sur l'innovation pédagogique. Le foyer de Cachan, une fois de plus, c'est à la pointe de l'innovation, on peut le dire, à travers cette journée et surtout à travers la capacité qu'il a à conduire, à adapter à lui-même dans ses propres modes de formation, de transmission, à apporter ces nouveaux enjeux. De grâce, merci de ce que vous ferez pour former encore une fois ces élèves équilibrés à cette formation numérique. Merci beaucoup.
Un grand merci à Bruno Mettling qui a dû faire, j'en témoigne, quelques acrobaties d'agenda pour venir nous remettre ce prix et nous parler. Alors, Laetitia, je ne sais pas si vous avez retrouvé, j'ai oublié de remettre le trophée à Pierre Sabin, en l'occurrence, mais je ne savais plus où il était passé. Alors, on l'a peut-être retrouvé. Ah non, c'est pas sûr. Bon, mais c'est pas sûr qu'on l'ait retrouvé. Si, le voilà. Tout arrive à qui sait attendre. Donc je vais de nouveau appeler Pierre Sabin pour lui remettre le trophée. Bien mérité. Oui. On a le temps un peu. Bruno a quelques minutes encore. En profiter. Alors tout d'abord, merci beaucoup de cette récompense. Pour un petit historique, comment nous en sommes venus à travailler sur la pédagogie, c'est que nous souhaitions aborder un thème qui nous est cher, c'est la formation au secourisme. Aujourd'hui, beaucoup de Français souhaitent se former au secourisme. On a identifié ce problème depuis de nombreuses années. Et la formation au secourisme est assez spécifique. Beaucoup de personnes ne l'imaginent pas d'un point de vue pratique. Pourtant, il y a beaucoup de théories, et toute cette théorie, elle devait déporter sur un outil numérique. On voulait l'ouvrir au plus grand nombre. Et là-dessus, nous avons eu la chance d'être soutenus par le ministère de l'Intérieur, qui est l'autorité de tutelle sur ce sujet. Et nous avons dû développer donc une méthode pédagogique dans le numérique, inspirée de la méthode Montessori, pour mettre l'apprenant actif de sa formation, impliqué, et sur des cas concrets, sur des mises en situation, où l'apprenant va commencer par réfléchir au lieu de mémoriser. C'est là la grosse différence par rapport à d'autres outils, bien que d'autres outils s'inspirent des mêmes méthodes. Et nous avons voulu rentrer différents paramètres dans cet outil pour permettre à l'apprenant d'avoir un parcours qui soit à la fois personnalisé, différencié et très impliquant dans la formation. Et c'est surtout sur ce mécanisme cognitif de réflexion que nous abordons à travers cet outil, plutôt que sur la mémorisation directe. Et je voudrais partager ce prix avec Marie Breda, qui m'accompagne ici, et qui est psychologue cognitiviste, et qui m'a accompagné sur le développement de cette méthode pédagogique. Voilà. Encore une fois, bravo. Nous arrivons au terme de ce colloque et pour terminer, je voudrais non pas vous faire un discours, mais simplement remercier. D'abord vous remercier, vous, mesdames et messieurs, je l'ai fait ce matin en arrivant, mais je le refais de nouveau, de nous avoir apporté votre attention, vos questions, vos réactions. Pour nous, ça a été quelque chose de très précieux. Remercier aussi l'ensemble de nos intervenants, ils ont été assez remarquables et je vous propose que nous les applaudissions. Remercier parmi les intervenants, bien sûr, nos deux animateurs de la journée, Françoise Laborde ce matin, Fabrice Dalméda cet après-midi. Remercier de nouveau Bruno Mettling pour la remise de ce prix et les propos qu'il nous a adressés qui éclairent en effet ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer à très court terme dans le monde du travail. Remercier de nouveau les membres du jury, je l'ai fait tout à l'heure. Remercier également les journalistes que vous avez vus venir, repartir éventuellement. Et certains nous ont dit qu'ils intervieweraient certains de nos intervenants. Parfois, des rendez-vous sont d'ailleurs déjà pris. Puis je voudrais remercier ceux qui ont fait que le colloque a existé. D'abord, parce qu'ils ne sont pas loin encore, nos étudiants qui vous ont guidés et leur professeur Cynthia Sedia. Remercier Laurent Albaret, qui a live-tweeté tout au long de la journée sur le compte d'Apprendre et Réussir. Merci beaucoup, Laurent. Remercier l'équipe de Let's Mind, qui a beaucoup travaillé à mes côtés. Laetitia Flé-Sainte-Marie, que vous avez vue, je ne sais plus où elle est, je ne la vois plus. Caroline Dubois, qui est à ses côtés. Nos deux jeunes cadreurs, William et Mick, qui ont fait tous ensemble un très très beau boulot. L'équipe du foyer de Cachan. Karine Royaï, vous l'avez très peu vue parce qu'elle a été beaucoup en coulisses, mais elle a fait un gros boulot avec Marine à ses côtés. L'équipe technique du foyer de Cachan, Thierry qui était à la technique, qui est encore d'ailleurs derrière le tableau numérique, Farid, Philippe, Hervé.
Et puis enfin, remercier également pour les relations avec la presse, Françoise Collomb qui doit être tout en haut avec Frédéric Castelnau. Et puis remercier enfin celle qui vous a accueilli ce matin ici, qui est un peu l'âme de ces lieux, Françoise Eslinger, la présidente du foyer de Cachan. Merci beaucoup Françoise. Le colloque est terminé. Et donc maintenant va commencer le travail d'après-colloque. Le travail d'après-colloque, ça va être la réalisation des actes du colloque, qui seront, vous vous en doutez, pour une large part sous forme numérique, et que nous vous ferons parvenir. Mais, et rappelez-vous mon propos ce matin, l'après-colloque, c'est aussi autre chose. Je vous ai dit que l'un des vœux que je faisais pour aujourd'hui, c'était que le plus grand nombre d'entre vous ait envie ce soir de continuer à travailler avec nous et avec certains de nos intervenants qui sont d'accord pour animer cela, continuer à travailler avec nous sur 2 ou 3 thématiques qui ont particulièrement émergé aujourd'hui et dont vous sentez le besoin de poursuivre une réflexion. Ces travaux se feront dans le cadre du fonds de dotation Apprendre et réussir. Nous reviendrons vers vous pour vous sonder, pour vous demander ce que vous auriez envie que nous fassions. Et ces travaux qui se dérouleront dans les prochains mois, eh bien, nous conduiront vers le colloque de l'année prochaine. Nous allons terminer par un cocktail qui va avoir lieu enfin juste en face. Nos étudiants vont vous guider également. Merci encore, bon retour et j'espère à l'année prochaine.